Bonsoir tout le monde. Bon vendredi soir en ce 21 février 2025. C'est incroyable. Je pensais que je m'étais trompée de date. On arrive déjà à la fin de ce deuxième mois de l'année 2025. On arrive en mars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, voilà, un autre vendredi soir, un autre épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal Dumas, je suis naturopathe agréée, également formée en anthropologie médicale et bien sûr l'instigatrice de ce podcast où j'aborde toutes sortes de sujets entourant la santé globale de manière critique, scientifique et toujours sans censure. Ce soir, j'ai envie de vous parler de l'intestin et sa connexion avec notre cerveau et on va aborder tout cet aspect qui est le deuxième cerveau. On a baptisé de manière un petit peu presque humoristique ce réseau de neurones qui se retrouvent dans notre ventre, en fait. On le qualifie de deuxième cerveau et vous allez comprendre mieux pourquoi à mesure qu'on avance dans le podcast de ce soir. Vous savez peut-être que j'ai décidé de dédier le mois de février à la santé mentale. On le sait, c'est difficile. C'est un mois où on a très peu de lumière, donc peu d'exposition également aux rayons lumineux du soleil pour pouvoir fabriquer notre vitamine D et tous ces facteurs, en plus des coûts complètement hallucinants, des augmentations auxquelles on fait face, que ce soit par rapport à l'alimentation, au logement, l'insécurité politique, des hausses tarifaires et tout ça. Donc, c'est un mois qui est particulièrement éprouvant pour la santé mentale. Et si vous avez écouté mon petit clip aujourd'hui, ben, vous avez peut-être entendu que on estime que l'efficacité des traitements conventionnels, par exemple au niveau des antidépresseurs, est d'environ 30. C'est-à-dire que parmi les personnes qui vont d'abord consulter et obtenir un diagnostic, parce qu'on sait qu'avec l'engorgement des systèmes actuels, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre leur mal en patience et ne vont pas nécessairement aller chercher un diagnostic en santé mentale. Donc, parmi les gens qui font réellement le chemin de croix d'aller chercher leur diagnostic, qui vont finir par être médicamentés, qui vont en général s'adonner un traitement antidépresseur très souvent de type d'inhibiteur du recaptage de la sérotonine, eh bien, parmi ces gens-là, il y en a un tiers qui vont voir une amélioration de leurs symptômes. Évidemment, ces chiffres-là ne nous disent pas ce qui va se passer sur le long terme, ne nous disent pas si l'antidépresseur leur a fait prendre du poids, leur a causé d'autres symptômes, mais si on regarde purement d'un point de vue de l'efficacité, ces traitements ont actuellement une efficacité d'environ 30. C'est donc dire que même parmi les gens qui reçoivent un diagnostic, il y en a 2 sur 3 qui sont finalement à peu près laissés à eux-mêmes. L'autre problème qu'on a qui est très important, c'est le fait que normalement, le traitement chimique, par exemple les antidépresseurs de synthèse, devrait s'accompagner d'une thérapie. Mais la plupart des médecins, dans le contexte qu'ils évoluent présentement au Québec, euh, ne sont pas équipés pour faire le suivi, n'ont personne nécessairement à qui référer dans le système public en termes de thérapeutes. Il y a des listes d'attente qui s'étalent sur des mois, voire des années, pour consulter des psychothérapeutes, des psychologues au public. Donc, pas tout le monde a les moyens d'aller au privé. Alors, finalement, le médecin se voit dans la situation de dire, j'ai une personne devant moi qui me demande de l'aide, je n'ai personne d'autre à qui la référer, je suis quand même mieux de lui prescrire un antidépresseur qui risque de faire ou de ne pas faire effet et que je devrais prescrire conjointement avec une psychothérapie, mais là, j'ai pas ça entre les mains. Alors, soit je retourne la personne chez elle et je lui dis de méditer, de se faire des vidéos YouTube en ligne, ou je lui prescris ce que je peux lui prescrire dans les 5 minutes de consultation que je vais lui accorder. Alors, finalement, les gens se retrouvent avec des prescriptions d'antidépresseurs non accompagnées d'une thérapie et très souvent,
qui ne feront pas l'objet d'un suivi parce que peut-être qu'ils ont dû rentrer par la porte de l'urgence pour obtenir une prescription n'ayant pas nécessairement de médecin de famille. Alors, c'est assez catastrophique comme situation, ce qu'on a comme santé mentale au Québec. Au niveau des chiffres aussi, ça nous laisse réellement à penser qu'il y a des lacunes importantes dans ce qui se passe au niveau sociétal. On a au niveau canadien des statistiques qui ont été publiées en 2022 d'un sondage de 2021. Alors imaginez à quel point, si on regarde notre environnement, la santé mentale s'est dégradée depuis 2021. Mais déjà en 2021, ce que les chiffres officiels de Statistique Canada nous disent, c'est qu'on a 5 millions de Canadiens âgés de plus de 15 ans qui sont affectés par un trouble de santé mentale, en général, dépression ou anxiété, qui sont de loin les troubles de santé mentale les plus courants. Alors, j'ai fait le calcul, je suis allée chercher c'est combien de personnes au Canada qui sont dans cette tranche de 15 ans et plus, et c'est 34,34 millions de personnes. Alors, 5 millions sur 34,34, ça donne 14,56 Donc, si on arrondit ça, c'est 15 de la population canadienne qui a, à l'heure actuelle, ou je devrais dire, qui avait en 2021 un diagnostic de santé mentale. Et là, ces chiffres-là avaient doublé par rapport à un sondage précédent. Et comme je vous dis, ça date de 2021. Donc, 2021, on venait de commencer la pandémie. On n'avait pas subi tout cet épuisement, toutes les conséquences qu'on a connues, tous les décès, les deuils quelconques qu'on a connus dans les années qui ont suivi. Alors, imaginez à quoi ressemblent les chiffres si on faisait un sondage de telle sorte aujourd'hui. Alors, c'était déjà à 15 de la population adulte en 2021. On peut s'imaginer que c'est au moins à 20 donc une personne sur cinq qu'on croise aujourd'hui à l'épicerie, aujourd'hui dans l'autobus ou dans le métro, a un problème diagnostiqué de santé mentale. Et comme je le disais, pour chaque personne qui a un problème diagnostiqué, imaginez, il y en a combien qui font de l'anxiété sévère, qui se roulent en boule le soir pour pleurer leur vie quand ils rentrent du travail, qui passent des fins de semaine dans un état catastrophique, qui utilisent des drogues prescrites, légales ou illégales, toutes sortes de moyens d'anesthésier leur mal-être, eh bien, on comprend pourquoi ça devient de plus en plus difficile pour des personnes comme moi de travailler en interaction avec le public ou d'être sur les médias sociaux parce que la santé mentale des Canadiens en ce moment est vraiment mise à rude épreuve. Et si, comme moi, vous l'avez eu difficile durant la pandémie, vous avez peut-être la désagréable impression qu'on est en train de revivre une pandémie 2.0 avec des gens qui bouent le, l'hymne américain durant les games de hockey, euh, des gens qui se chicanent. Il y a carrément une follower qui m'a dit que des gens à l'épicerie l'avaient agressé verbalement et même physiquement pour le contenu de son panier d'épicerie parce qu'il voulait vérifier si ses produits étaient québécois. Donc, il y a un gros dérapage en ce moment. Alors, vraiment, j'ai voulu essayer de vous outiller comme je sais le faire parce qu'on a beaucoup de preuves maintenant, scientifiques, études après études, que plusieurs moyens naturels, qu'on parle de suppléments, qu'on parle d'alimentation, qu'on parle d'activité physique, qu'on parle de gestion du stress, de méditation, de notre gestion de nos électroniques aussi, de nos appareils qui émettent de la lumière bleue. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire d'un point de vue naturel, très souvent des interventions qui n'ont pas de coût, qui ne demandent pas de faire appel à quelqu'un, des choses sur lesquelles on a le contrôle nous-mêmes, mais malheureusement, parce que les gens n'ont pas l'information, eh bien, on continue d'aller très mal en ce moment. Alors, j'ai un masterclass demain matin. Vous avez les liens dans l'entête de mon live un peu partout sur mes murs.
c'est un masterclass qui s'intitule Stress, anxiété, dépression. Ça dure 6 heures de temps. Donc, demain matin, de 9 heures à midi, on va voir tout l'aspect théorique. On va comprendre tout ce qu'on a à comprendre sur le système nerveux, le stress, les mécanismes, quelles sont les hormones, les neurotransmetteurs impliqués. Et surtout, on va voir les solutions pour apprendre à prendre en charge, pouvoir auto-réguler nous-mêmes notre système nerveux, le supporter via différents moyens naturels qui sont démontrés scientifiquement. Vous savez que autant mes lives que toutes les formations que j'offre sont toujours pleinement référencées, c'est-à-dire que vous avez les liens. J'ai publié quelques extraits du masterclass sur mes murs dans les derniers jours et vous pouvez voir que sur chacune de mes diapositives, il y a le lien de l'étude correspondante. Donc, si vous amenez ça à un médecin, si vous amenez ça à un psychiatre, si vous amenez ça à n'importe qui, ils peuvent aller fouiller la référence clinique. C'est pas des trucs que j'invente, c'est appuyé sur la science, la vraie science. Alors, ça me peine toujours énormément de voir quand les gens se sentent très mal alors qu'il y a des solutions faciles, accessibles qu'on pourrait mettre en place, qui ont démontré leur efficacité, mais surtout leur innocuité, parce que c'est une chose d'être efficace, mais après ça, est-ce que ça cause des effets secondaires? Est-ce qu'on va avoir une panoplie de problèmes pour lesquels il faudra prendre d'autres médicaments pour essayer de camoufler le symptôme du symptôme? Alors, c'est ça aussi l'intérêt d'aller vers des approches naturelles, des approches complémentaires en santé, c'est qu'on veut minimiser les effets secondaires. Aussi, ben, si les gens choisissent de prendre des médicaments comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques, il faut savoir qu'il y a toujours un prix biologique à payer quand on prend des médicaments parce que en modulant certaines voies métaboliques, c'est certain qu'on crée des lacunes ailleurs. Donc, très souvent, ça va s'accompagner de carences nutritionnelles, par exemple. Alors, c'est important que même si on prend un médicament de synthèse, on s'informe et on aille prendre les bons suppléments pour remplacer les vitamines, les minéraux que ces médicaments-là vont détruire et qui vont causer aussi certaines carences. Alors, il faut les remplacer et aussi pour supporter, par exemple, notre foie, qui très souvent, quand on commence à prendre un antidépresseur, étant donné que le suivi n'est pas fait correctement, comme je l'ai expliqué en entrée de jeu, eh bien, souvent, les gens vont prendre ces médicaments sur de très longues périodes. Alors, imaginez les dommages que ça crée à notre foie, à nos reins. Alors, c'est important, même si on est médicamenté de manière conventionnelle, de travailler en naturopathie, soit prendre des formations ou vous faire accompagner par une ou un naturopathe compétent. Évidemment, dans notre formation de 4 ans, on apprend les interactions entre les médicaments et les suppléments, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de pharmaciens qui ne connaissent pas bien les suppléments parce que ça ne fait pas partie de leur formation. Ils ne peuvent pas nécessairement vous dire dans quel aliments, vous allez retrouver, par exemple, du magnésium qui est super important pour notre système nerveux ou des vitamines du groupe B ou encore quel type de supplément. S'ils savent que les vitamines B sont importantes, ils ne savent peut-être pas quel supplément vous recommandez, dans quelle dose, sous quelle forme, etc. Et tout ça a une importance vraiment majeure quand on parle d'aller chercher une efficacité thérapeutique. Maintenant, si vous prenez des suppléments pour avoir un peu plus d'énergie, si vous prenez des suppléments pour vous donner bonne conscience en pensant que c'est une espèce d'assurance santé, ben, vous prenez les marques que vous voulez. Mais maintenant, si vous cherchez une efficacité thérapeutique, là, c'est une autre paire de manches. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de prendre, par exemple, un médicament antidépresseur qui est fait par n'importe qui sort d'un laboratoire à peu près et qu'on n'a pas vraiment validé que c'est la meilleure forme biochimique pour votre absorption et tout ça. Donc, quand ça vient le temps de prendre des suppléments et qu'on cherche une efficacité thérapeutique parce qu'on a de la dépression, parce qu'on a de l'anxiété, etc., ben, c'est important d'aller chercher les meilleures formes de suppléments dans les meilleurs dosages pour aller chercher l'efficacité qui va avec. Ça m'arrive tout le temps que des gens vont me dire: «Ah, moi, j'en ai pris, par exemple, de la théanine». Bon, la théanine, c'est un supplément d'origine naturelle. On retrouve la théanine dans le thé vert et on le concentre et on en fait des suppléments. Et la théanine a cette particularité d'augmenter les ondes alpha dans notre cerveau, qui sont des ondes calmantes.
et donc qui vont nous mettre dans une espèce d'état comme si on était en méditation. Alors, c'est génial parce que ça nous calme, mais sans créer d'effet de somnolence, comme pourraient le faire certains autres suppléments, comme par exemple le 5-HTP, qui a un effet antidépresseur, mais qui a aussi un effet souvent de générer de la somnolence. Alors, si on doit conduire notre voiture ou on a besoin de notre attention au travail, c'est pas génial. Et donc, les gens vont me dire, oh, j'en ai pris de la théanine, ça n'a pas fonctionné. Mais souvent, ils n'ont pas pris une dose qui était suffisante et ils ne l'ont pas pris dans la bonne forme. Ils ont pris un petit truc de 50 milligrammes à croquer. Et en plus, ils sont souvent carencés en vitamine B. On a besoin des vitamines B pour optimiser le fonctionnement de ces neurotransmetteurs. Donc, ils n'ont pas eu d'effet. Le problème, c'est pas la théanine. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas une dose suffisante. Si, par exemple, un médecin vous prescrit un Tylenol et vous commencez à couper le comprimé de Tylenol en 6 morceaux et vous prenez un sixième du comprimé, ça se peut que ça soit pas très efficace pour votre mal de tête. Donc, la question de la dose est super importante, mais la question de la forme aussi du supplément, la forme de la molécule, parce que des vitamines, ça agit comme cofacteurs dans notre corps. Alors, des cofacteurs enzymatiques qui vont venir activer des enzymes dans un mécanisme clé-serrure. Donc, vous comprenez que si la clé, elle n'a pas la bonne forme biochimique, elle ne pourra pas faire son travail d'activation. Donc, les formes des vitamines sont très, très importantes. Alors, pour revenir à la question de la connexion intestin-cerveau ou de notre deuxième cerveau, c'est que notre santé mentale et notre immunité et notre niveau d'énergie et un paquet de facteurs sont intimement liés à la question de notre santé intestinale. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance des protéines. On est allé voir combien il fallait en prendre, pourquoi, protéines végétales, protéines animales. Et qui va digérer nos protéines? Dans un premier temps, l'acide chlorhydrique dans l'estomac, mais ensuite, nos bonnes bactéries dans notre intestin. Donc, on ne peut absolument pas dissocier la santé du système nerveux, nos humeurs, donc dépression, anxiété, insomnie, tout ça, de ce qui se passe dans notre intestin. Les liens sont de plus en plus admis. Avant, quand j'ai commencé à parler de ça en 2009-2010, on était très peu, particulièrement au Canada. J'étais une des seules qui parlait de la connexion entre l'intestin et le cerveau. On avait découvert ça surtout avec le mouvement du Autism Research Institute aux États-Unis ou avec le docteur Wakefield, on avait vu qu'il y avait un impact entre ce qui se passait au niveau intestinal et ce qui se passait dans le cerveau des enfants, qui, dans certains cas, allaient jusqu'à développer euh, des symptômes associés au spectre autiste. Donc, on avait déjà commencé à s'intéresser énormément à toute la question de la connexion intestin-cerveau. Évidemment, ça existe depuis bien avant ça. À la fin des années 1600, comme je pense que c'était 1681, un Européen, je vais essayer de dire son nom, Anthony von Leeuwenhoek, je m'excuse pour ceux qui parlent la langue, si j'ai escamoté le nom donc de ce chercheur, avait déjà découvert les premières bactéries qui peuplaient le tube gastro-intestinal. Et donc, on parlait à l'époque de flore intestinale. Hein. Moi, j'ai gradué il y a déjà 27 ans et quand on parlait des bonnes bactéries de notre intestin, on parlait de la flore intestinale. Aujourd'hui, on parle du microbiote. Alors, qu'est-ce que c'est le microbiote? Eh bien, c'est l'ensemble, c'est l'écosystème de ce à peu près 100 trillions de micro-organismes qui peuplent notre tube digestif depuis notre bouche jusqu'à notre anus. Donc, tout notre tube digestif est peuplé non seulement de bactéries, hein, on a vraiment une prédominance de bactéries dans notre tube digestif. En fait, on a un microbiote ailleurs que dans notre intestin. Par exemple, sur notre peau, on en a. Il y a des bonnes bactéries sur notre peau. On en a à plusieurs endroits, mais celui de l'intestin est environ 10 fois plus important que les autres dans nos autres systèmes. Il y a environ 3 livres, je ne sais pas c'est quoi en kilos, là, 1 point quelques kilos, euh, de micro-organismes dans notre tube digestif. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et donc, on a beaucoup de bactéries, mais il n'y a pas juste des bactéries. On a aussi des virus. Il y a même beaucoup plus de virus que de bactéries. Vous allez peut-être être surpris de l'apprendre, mais on a dans notre tube digestif environ 5 fois plus de virus qu'on a de bactéries. Alors, comme on appelle l'ensemble des micro-organismes de notre intestin, le microbiote intestinal, mais on a aussi un virome. Donc, on a euh, une population de virus à l'intérieur de nous et on en a même dans notre ADN parce que vous savez que quand on est infecté par un virus, le virus va s'intégrer à notre ADN. Donc, il y a au moins 5 de notre ADN qui est d'origine virale. Alors, c'est pour ça que pour des gens comme moi qui baignons là-dedans depuis des années, quand on voyait les gens laver leur boîte de conserve et se mettre un masque antibactérien pour se protéger contre un virus, c'était vraiment une insulte à notre intelligence parce que, comme je vous disais toujours, on a en tout temps 10 à la 14, ça veut dire 10 avec 14 zéros de virus qui nous entourent. Et on a encore beaucoup plus à l'intérieur de nous. On a 5 fois plus de virus que de bactéries et on a au moins 100 trillions de bactéries dans notre tube digestif. En réalité, on est un amas de bactéries et de virus retenus par quelques cellules. On est beaucoup plus bactérien et viral qu'on est humain en réalité. Il y a beaucoup plus, il y a comme 14 fois au moins plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Et je vous ai dit qu'il y a 5 fois plus de virus que de bactéries. Donc, on est en fait beaucoup plus un amas de bactéries retenues avec des formes pensées, des cellules, des atomes, mais en réalité, on est beaucoup d'origine bactérienne. Et donc, on avait commencé dans les années 1680 à découvrir tout ça. Mais évidemment, après ça, Pasteur, toute la gang, avec tout l'aspect de la stérilisation et des injections, on a tout laissé cette théorie du terrain, qu'on appelle nous en naturopathie, de côté. Alors, c'est là où il y a la grande division entre les approches conventionnelles en santé et les approches naturelles, les approches traditionnelles. C'est que nous, on croit en l'immunité naturelle, on croit que l'être est multifacétaire et multidimensionnel, qu'on est tous reliés, qu'on ne peut pas juste traiter, par exemple, un tumeur dans un endroit du corps sans s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'ensemble du corps. Et un des très bons exemples de ça, c'est justement notre tube digestif et notre microbiote, parce que on voit aujourd'hui l'interconnexion, l'interdépendance de tous les systèmes. Donc, quand est arrivé Descartes dans l'histoire, avec justement son approche cartésienne qui visait à diviser tout en petits morceaux, eh bien, on a laissé de côté toute cette vision. Et même quand vous allez chez le médecin conventionnel maintenant, si vous avez un problème digestif, on vous réfère un spécialiste de la digestion qui s'appelle un gastro-entérologue. Alors, on sait, ça fait longtemps qu'on a des études qui démontrent, par exemple, que les patients qui sont atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse ont un taux de dépression et d'anxiété plus élevé que la moyenne de la population. Et inversement, il y a des études qui démontrent que les gens qui ont des dépressions chroniques ont des troubles digestifs à un taux plus élevé que la moyenne de la population. Donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des corrélations. Mais qu'est-ce qu'on fait encore? On envoie le patient chez le gastro-entérologue, puis on l'envoie chez le psychiatre parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait une interconnexion. Et quand Dr. Wakefield, on considère le grand-père des non-vax, du mouvement non-vax, eh bien, quand Dr. Wakefield, qui est un pédiatre, tout ce qu'on veut de plus classique en Angleterre, encensé par ses pairs jusqu'à ce qu'il ose évoquer qu'il semblait y avoir un lien entre les troubles digestifs, le vaccin RRO et l'apparition de symptômes associés aux traits autistes. Eh bien, il est devenu un paria, il n'y a rien qu'on lui a pas fait jusqu'à ce jour, il a été absolu de tout. On continue de le traîner dans le bout. Vous allez voir sur Wikipédia, il passe encore pour un charlatan. Bref, dès qu'on s'attaque à la fameuse question des injections ou à la question du cancer, qui sont les deux plus grandes industries en médecine, financièrement parlant, eh bien, c'est sûr qu'on s'arrange pour faire de vous persona non grata. Donc, ça fait longtemps qu'on le sait qu'il y a des connexions, mais
puisque tout l'édifice médical conventionnel ou la mafia médicale conventionnelle est établi autour de ce concept de compartimentation, eh bien, c'est très difficile quand on arrive avec une philosophie où on connecte les différents systèmes. Et c'est, par ailleurs, ce qui fait notre force en naturopathie, c'est de comprendre les liens entre les différents systèmes. Les anciens les comprenaient, c'est pour ça que toutes les approches en santé complémentaire, qu'on va dire holistiques, ont cette vision globale de l'individu où on ne détache pas le cerveau, par exemple, des émotions, du corps physique, de notre environnement, de notre lignée ancestrale. On comprend qu'on est multidimensionnel, qu'on est holistique, qui veut dire entier. Donc, on aborde tous les aspects en même temps. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ce fameux microbiote? On a laissé ça de côté, on a développé tout l'aspect de la stérilisation et de la pasteurisation et tout ça. Et entre-temps, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que le système immunitaire de l'humain, de manière globale, s'affaiblit. On n'a jamais eu autant d'allergies des enfants qui doivent se promener avec leurs épipènes qu'on en a maintenant. On n'a jamais eu autant de maladies auto-immunes chez les adolescents, par exemple le diabète de type 2. On n'a jamais eu autant d'obésité. On n'a jamais eu autant d'autisme qu'on en a maintenant. Donc, plus on aseptise notre milieu, plus on détruit notre santé. Ce n'est pas le seul facteur. Il y a bien sûr la présence, par exemple, du glyphosate, qui est une catastrophe dans notre alimentation. Il y a les gras qui sont faits d'huile végétale chauffée, qui sont une autre catastrophe pour notre alimentation. Bref, c'est une synergie de facteurs qui font que notre santé n'a jamais été aussi mal. Évidemment, il y en a d'autres. Je pourrais parler de la 5G, je pourrais parler de tout ça, mais on va essayer de revenir à l'impact de notre deuxième cerveau. Alors, on a compris qu'il y avait un rôle. Et le rôle, c'est essentiellement, d'abord, de compléter le processus de digestion. La base de la digestion, ça commence avec la salive dans la bouche qui va produire de l'oxyde nitrique et qui va commencer à alerter les enzymes dans notre estomac, dans notre tube digestif, qu'il y a de la nourriture qui s'en vient. Donc, le processus digestif s'amorce réellement dans notre bouche, mais qui contient aussi certaines bactéries. Et ces bactéries sont super essentielles à notre santé. C'est pour ça que l'utilisation d'un rince-bouche, par exemple, que vous achetez à la pharmacie, on s'en fait un avec des plantes, c'est autre chose parce que les produits d'origine naturelle peuvent avoir un effet antibiotique, antiseptique, mais ils vont être sélectifs, c'est-à-dire qu'ils vont détruire les mauvaises bactéries, mais ils ne vont pas détruire les bonnes bactéries. Alors que les substances chimiques, les antibiotiques, les antibactériens chimiques ou les antibiotiques à proprement parler ne sont pas sélectifs. Ils vont détruire tout ce qu'il y a sur leur passage. Alors, si vous utilisez un rince-bouche chimique à tous les jours, vous détruisez ces bonnes bactéries dans votre bouche et la santé orale est super reliée, entre autres, à la santé cardiovasculaire, mais à ce qui se passe aussi dans le reste de notre corps. Donc, on débute ici. Ensuite, évidemment, ça prend de l'acide chlorhydrique dans notre estomac. Le stress va bloquer la production d'acide dans notre estomac. Comme je vous le dis tout le temps, quand on est en train de se sauver de l'ours noir ou du tigre rayé, c'est pas le temps de gérer le Big Mac. Donc, tout ce qui n'est pas essentiel à notre survie se met sur pause, incluant la production d'acide chlorhydrique. Alors, si on est constamment stressé, on n'a pas une bonne production d'acide dans notre estomac. En plus, les gens vont consommer des antiacides, des médicaments inhibiteurs de pompe à protons comme les antactagamètes et compagnie, et bloquer la production d'acide dans l'estomac. Tout ça commence à perturber nos bonnes bactéries. Nos bonnes bactéries, en temps normal, viennent compléter l'action de digestion. Donc, ils vont aller rentrer à l'intérieur des différents aliments, par exemple au niveau des protéines, pour extraire certains acides aminés et aider à ce qu'on puisse les passer à travers le tube digestif, à travers la paroi de cellules épithéliales qu'on appelle des entérocytes qui tapissent notre intestin. C'est qu'une couche d'épais. Hein? Le tube qui va de notre bouche à notre anus n'a qu'une couche de cellules épithéliales d'épais, ça a l'épaisseur d'un cheveu. Alors, c'est tapissé de ces bonnes bactéries, de ce microbiote, mais aussi des virus, aussi de champignons, aussi de différents parasites qu'on porte en tout temps. Donc, ils font une couche de protection sur la couche de cellules épithéliales. Ils digèrent la nourriture qui arrive
dans ce qu'on appelle le bol alimentaire, donc la nourriture qui est à moitié digérée dans notre tube digestif. Les bactéries vont extraire ce qui doit être extrait et faire passer à travers ce qu'on appelle la jonction étroite qui relie les cellules épithéliales via la circulation sanguine pour qu'on puisse aller utiliser nos nutriments pour reconstruire notre corps, faire des neurotransmetteurs comme la sérotonine pour notre cerveau et tout ça. Donc, la première fonction réellement du microbiote, de ces bonnes bactéries, c'est d'extraire les nutriments. C'est également de rejeter ce qui n'est pas extrayable. Autrement dit, ce qui n'est pas bon dans notre alimentation, on va le rejeter. Et donc, ces bactéries comme ça vont faire progresser ce qui doit être rejeté le long du tube digestif. Ils vont aider à produire notre énergie également, parce qu'avec ces vitamines, on va produire de l'énergie. Les bactéries elles-mêmes peuvent produire des substances comme la sérotonine et le GABA. Ils en produisent à l'aide des aliments, mais ils le font eux-mêmes aussi directement. Les bonnes bactéries sont impliquées aussi dans notre système immunitaire. En réalité, entre 70 et 80 de notre système immunitaire se retrouve dans notre tube digestif. Pour rappeler, comme je vous ai dit, qu'on a juste une couche d'épais de cellules épithéliales. Donc, on a de ce côté-ci, vers l'intérieur du tube digestif, on a plein de bactéries, des champignons, des parasites, etc., qui viennent extraire la nourriture et protéger les cellules épithéliales. Et de l'autre côté, vers la circulation sanguine, on a une série euh, de globules blancs, il y a tout un système immunitaire qui est installé là, un petit peu comme les amygdales dans notre gorge. On a ça tout le long de notre tube digestif pour que s'il y a des invasions de parasites quelconques qui veulent rentrer ou des molécules comme par exemple le glyphosate qui n'a pas d'affaire dans notre circulation sanguine, eh bien, le système immunitaire va essayer de l'attraper à mesure que ça va passer à travers les jonctions étroites. Et quand on parle d'intestin poreux, c'est que ces fameuses jonctions étroites dans notre tube digestif, qui devraient s'ouvrir juste pour laisser passer les nutriments, éventuellement, sous l'action, par exemple, du glyphosate qu'on va retrouver, c'est un herbicide qu'on retrouve en très grande quantité dans le gluten du blé, par exemple, mais aussi dans d'autres substances, sous l'action d'antibiotiques, sous l'action du stress, sous l'action de différents aliments qui sont impropres à la consommation humaine en réalité, eh bien, ces petites jonctions étroites, au lieu d'être semi-perméables et de filtrer juste ce qui doit passer de l'autre côté, peuvent devenir carrément perméables. Et là, on va se retrouver avec plein de molécules dans la circulation sanguine, comme des molécules de gluten mal digérées, qui vont déclencher une réaction immunitaire. Et éventuellement, si on est toujours dans ce cycle-là, on peut développer des maladies auto-immunes parce qu'à force de déclencher des réactions immunitaires, ça peut nous amener vers des maladies auto-immunes. Le système immunitaire, il y a un niveau de sensibilité comme le système d'alarme sur notre auto. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il se déclenche quand il y a vraiment des voleurs qui essaient de rentrer, pas quand il y a un camion qui passe à côté de la voiture puis ça tremble un peu. Alors, si éventuellement notre système immunitaire est toujours en train de se défendre, eh bien, il va devenir déréglé et il va devenir en hyperactivation et là, on va développer des maladies auto-immunes. Alors, l'intégrité de nos jonctions étroites est extrêmement importante, mais il ne faut pas oublier que la première ligne de défense, c'est ces bonnes bactéries qu'on retrouve le long du tube digestif. Donc, quand on n'a pas un microbiote en bonne santé, on s'expose à un paquet de choses. Alors, je vous ai parlé de l'importance au niveau d'extraire des nutriments, de fabriquer des neurotransmetteurs comme sérotonine et compagnie, d'excréter les toxines dont on n'a pas besoin et également de supporter notre système immunitaire. Alors, ces trillions de bonnes bactéries le long de notre tube digestif ont une action directe sur des substances chimiques comme la sérotonine. Alors, la sérotonine, c'est naturel parce qu'on la fabrique nous-mêmes, mais c'est un neurotransmetteur, c'est une substance qui a une activité biochimique dans le corps. Alors, les bactéries sont connectées avec un réseau de neurones dans nos intestins qui est tout aussi important que celui de notre cerveau. Évidemment, les neurones dans notre intestin ne peuvent pas lire de poésie, faire de traduction, des choses comme ça. C'est pas un centre de la même intelligence, mais on sait tous qu'on a déjà ressenti une intelligence dans notre ventre. Vous savez, quand on dit en anglais un gut feeling, hein? Même en français, on va dire j'avais un feeling.
hein, parce que quand on rentre dans un endroit où il y a quelque chose qui se passe ou qu'on rencontre quelqu'un qui est une personne qui risque de nous faire du tort ou quoi que ce soit, souvent on va le sentir dans notre ventre. Alors, il y a un réseau neuronal, il y a une intelligence vraiment qui est située dans notre ventre et qui est connectée directement avec le cerveau supérieur dans notre tête via ce qu'on appelle le nerf vague. Donc, il y a une communication constante. Quand vous avez faim, il y a un message qui part de votre intestin qui s'en va au cerveau pour dire on a faim et le cerveau se met à la recherche de nourriture. De la même façon, quand le cerveau est stressé, il envoie des messages d'inflammation, d'hormones de stress vers l'intestin. Il nous dit on est stressé. Et là, des fois, ça va déclencher une diarrhée ou au contraire, on va être constipé parce qu'on est sous l'action du stress. Donc, il y a une communication constante de même type de neurones dans notre intestin que dans notre cerveau et qui utilisent les mêmes neurotransmetteurs comme la sérotonine. C'est pour ça qu'on a appelé ce réseau connecté au nerf vague dans notre ventre le deuxième cerveau. En fait, c'est le vrai nom, c'est le système nerveux entérique. Quand on parle du système nerveux, on parle toujours du système nerveux parasympathique et du sympathique, mais en réalité, il y a une troisième branche de notre système nerveux qui est ce système nerveux entérique qu'on retrouve dans notre ventre et qu'on appelle le deuxième cerveau et qui est absolument vital parce que sans ça, on ne fonctionnerait pas. Alors, aller jusqu'à assez récemment, on croyait que c'était le cerveau supérieur qui contrôlait tout le reste du corps. Mais il y a des études chez des souris très intéressantes qui ont été faites où on a sectionné le fameux nerf vague, donc le centre de communication entre l'intestin et le cerveau, et on a modifié les bactéries intestinales et on réussit à modifier le comportement des souris en modifiant les bactéries intestinales, même si le cerveau n'envoyait plus de message. Donc, on comprend que ce deuxième cerveau, le système nerveux entérique dans notre ventre, fonctionne de manière autonome aussi. Donc, il est en constante relation avec le cerveau supérieur, mais il a sa propre idée. Il a sa propre idée. C'est comme quand, par exemple, vous décidez de, même si vous avez un mauvais feeling, de faire quelque chose, de connaître quelqu'un, d'entrer quelque part, ben, même si votre cerveau vous dit oui, vous allez continuer d'avoir la sensation. Donc, c'est deux systèmes nerveux en réalité qui travaillent ensemble, mais qui sont aussi à la fois indépendants. Alors, je vous donne un exemple. On a fait les études avec les souris en modifiant le microbiote des souris, en changeant les bactéries dans leur intestin. Et on pouvait les rendre beaucoup moins anxieuses en modifiant leurs bactéries parce qu'on sait que donc des entérocytes dans notre intestin peuvent, de concert avec les bonnes bactéries, fabriquer des neurotransmetteurs calmants comme le GABA, comme la sérotonine. De fait, 95 de la sérotonine est fabriquée et stockée dans l'intestin. Alors, comme le corps fonctionne normalement par la loi de conservation d'énergie, il faut bien comprendre que s'il y avait juste le cerveau supérieur qui utilisait de la sérotonine, on ne la fabriquerait pas et la stocker dans l'intestin pour qu'à chaque fois qu'on en a besoin, on doive envoyer ça dans le cerveau du haut. Donc, c'est parce qu'il y a une utilité vraiment directement dans notre ventre, dans notre système nerveux entérique. Alors, avec les fameuses souris, on a décidé de jouer avec leur niveau d'anxiété et on évalue ça en, par exemple, les laissant se promener dans des labyrinthes. Alors, moins elles sont anxieuses, plus elles s'aventurent dans le labyrinthe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié les bactéries pour les rendre pratiquement pas du tout anxieuses. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on modifie les bactéries intestinales des souris, non seulement elles n'ont pas peur des chats, mais elles se mettent à aimer les chats, ce qui n'est pas nécessairement un bon scénario pour elles. Elles risquent de finir dans l'assiette du chat, mais leur comportement est complètement modulé en changeant leurs bactéries à l'intérieur de leur intestin. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, on va changer les bactéries, on va couper le nerf vague. On va voir si ça va changer quelque chose. Et même en coupant le nerf vague, quand on modifiait le microbiote des souris, elles continuaient d'aimer les chats. Comprenez-vous? Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe directement dans notre intestin. Alors, pourquoi je vous parle de ça, que je vous parle beaucoup de la connexion intestin-cerveau aujourd'hui? Parce que on ne peut pas essayer de réguler un système nerveux, essayer de réguler l'humeur des gens,
pas plus que les hormones d'ailleurs, si on ne travaille pas la santé digestive, la santé intestinale. Je vous expliquais tantôt que on peut se retrouver avec un intestin poreux, donc des petites parois, les jonctions étroites entre les cellules qui soient ouvertes en permanence et qui laissent s'échapper des molécules. Donc, ça peut déclencher une réaction immunitaire. Ça déclenche beaucoup d'inflammation aussi. Et cette inflammation-là, qui origine de notre ventre, a un impact très détrimental sur notre cerveau. Un cerveau enflammé, c'est un cerveau qui va faire de la dépression, c'est un cerveau qui va être en mauvais état. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'impact de la protéine avec un nom en S suite au virus avec un nom en C. Et donc, cette inflammation dans notre cerveau, en plus de causer de la dépression, de l'apathie, menée à un autre niveau, ça a un impact négatif sur la mémoire autobiographique. C'est le centre de mémoire, en réalité, qu'on perd quand on a l'Alzheimer. Donc, beaucoup d'inflammation dans notre cerveau peut faire ça. D'ailleurs, les maladies comme l'Alzheimer, Parkinson, ça sont des maladies où il y a énormément d'inflammation d'impliquée. Alors, quand on a beaucoup d'inflammation dans notre intestin et qu'on est rendu avec un intestin poreux et que tout à coup, l'inflammation se rend à notre cerveau, c'est un mauvais scénario. Parce que aussi, on a la barrière hémato-encéphalée qui est comme notre paroi digestive qui protège notre cerveau pour qu'il n'y ait pas toutes sortes de cochonneries qui se rendent à notre cerveau. Ce qu'on a constaté, c'est que quand les gens ont un intestin poreux, ils ont souvent aussi la barrière hémato-encéphalée qui est poreuse. Donc, c'est cochonneries comme le glyphosate. Pourquoi j'arrête pas de vous dire qu'il faut absolument arrêter de manger du blé au Canada, c'est que le glyphosate qu'on retrouve dans le blé, eh bien, va se retrouver dans la circulation sanguine et va éventuellement se retrouver même au niveau du cerveau. Et donc, quand il y a de l'inflammation dans le cerveau, c'est pas un bon scénario. Alors, ça va créer évidemment de la dépression, mais ça va nous amener vers des troubles neurologiques, ça va nous amener vers un déclin cognitif, donc un vieillissement accéléré du cerveau qui est vraiment pas souhaitable. Et cette inflammation, elle va affecter, par exemple, nos articulations. On peut développer des maladies comme l'arthrite rhumatoïde, le diabète dont on a parlé, le fonctionnement de la mitochondrie, le petit moteur à l'intérieur de nos cellules. Quand il y a plein d'inflammation, ça fonctionne pas efficacement non plus. Et au niveau hormonal, ben, c'est que toutes nos hormones que le foie va être venu à bout de neutraliser, parce qu'une hormone, ça a une durée de vie. Après ça, le foie doit les neutraliser. On dit les métaboliser. Eh bien, une fois qu'elles ont passé par le foie, si elles arrivent au niveau de l'intestin et que l'intestin est poreux, on va tout simplement recycler ces hormones et les ramener au foie et le foie va travailler en double, en triple, en quadruple parce que notre intestin a été soumis à ce processus de devenir poreux parce que on n'a pas un bon microbiote, on n'a pas une bonne hygiène intestinale. Donc, il y a vraiment un impact sur tous les systèmes dans notre corps, mais particulièrement au niveau de nos humeurs et de notre santé mentale et émotionnelle, parce que non seulement il y aura de l'inflammation, mais comme on l'a vu, les bactéries vont absorber les nutriments qui vont nous permettre de fabriquer de la sérotonine, du GABA, de la dopamine et tout ça, mais ils en fabriquent elles-mêmes en plus les bactéries. Donc, c'est super important d'avoir une bonne santé intestinale en commençant par un microbiote en bonne santé. Donc, en 2012, il y a le Human Microbiome Project qui a vu le jour. On a commencé à publier, en fait, les premiers résultats des études. On a, un peu comme on a fait avec le Human Genome Project, de, de tout décoder, le génome humain. On a voulu faire la même chose avec le microbiome. En fait, le microbiote, c'est les familles de bactéries, de virus et tout ça. Et le microbiome, c'est l'environnement où on retrouve un des microbiotes. Alors, on a voulu avoir plus d'informations et c'est depuis, en fait, 2012 qu'on s'intéresse énormément au niveau de la communauté scientifique à l'impact du microbiote sur les différents systèmes de notre corps, dont l'immunité, dont la santé mentale. Mais donc, c'est un champ de recherche qui est en constante évolution. Il y a des chercheurs qui manipulent les bactéries intestinales et font des recherches au niveau des neurotransmetteurs pour voir quelles bactéries ont un rôle plus important au niveau de produire, par exemple, de la sérotonine et tout ça. Donc, on essaie de moduler la santé mentale en modulant le microbiote. Il
quoi qu'il en soit, même sans savoir exactement lequel, à quelle dose et tout ça, on sait que lorsque les gens ont un microbiote en meilleur état, des meilleures bactéries intestinales, la santé globale va mieux et la santé mentale va mieux. Et c'est des trucs qu'on est capable d'observer à quand même court terme. Des études sur 2 semaines, par exemple, avec des bonnes bactéries et on voit diminution de l'irritabilité, meilleure mémoire, euh, plein de paramètres, diminution de l'anxiété, etc., avec 2 semaines de supplémentation en probiotiques. Alors, là, on a commencé à découvrir l'impact des probiotiques et on s'y intéresse et là, les gens se sont mis à prendre des suppléments de probiotiques, ce qui est déjà une bonne idée. Mais vous savez, je vous le dis toujours, il n'y en a pas de pilule magique. Alors oui, c'est super intéressant, les probiotiques. J'en recommande moi-même. Quand on fait le défi détox, je recommande toujours aux gens de s'en procurer, lesquels, pourquoi, à quelle dose. Oui, c'est important. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que, comme pour le reste, de la même manière qu'on ne pouvait pas détruire un virus parce que ça fait partie de l'environnement, les bonnes bactéries dans notre intestin, ils font aussi partie d'un environnement. Parce que si, par exemple, vous prenez un supplément de probiotiques, quand même vous les prenez d'origine humaine, qui est un des facteurs que vous devez vérifier quand vous achetez des probiotiques qui sont d'origine humaine, pour qu'ils puissent s'implanter. Les bactéries d'origine animale, d'origine bovine en général, ils vont passer tout droit, ils vont faire un travail quand ils passent dans notre intestin. Donc, s'il y a des pathogènes qui sont là, ils vont lutter avec, mais on ne peut pas refaire notre flore ou notre microbiote avec des bactéries d'origine animale parce que le corps ne les laisse pas s'implanter, c'est logique. Donc, ça prend des bactéries de souche d'origine humaine. Et donc, il y a des gammes comme dans Genestra, qui est une marque de produits, Human Microflora, par exemple, HMF, sont tous des probiotiques qui sont d'origine humaine. Chez Aware, la plupart des produits sont d'origine humaine. Euh, Métagénique, c'est des produits d'origine humaine aussi. Donc, il faut demander. Si vous n'êtes pas certain et que vous n'êtes pas en consultation avec moi, vous pouvez demander aux naturopathes qui travaillent dans des magasins de produits naturels. Ils vont vous renseigner sur quels sont les probiotiques d'origine humaine si on veut refaire notre santé intestinale. Donc, déjà, ça prend des bons probiotiques. Mais une fois que les probiotiques arrivent dans votre tube digestif, parce qu'il y a des gens qui en prennent et qui me disent, j'arrête pas d'avoir des ballonnements ou j'ai des diarrhées quand je prends le probiotique. Il faut comprendre que le problème, c'est pas le probiotique. Le probiotique, il est là pour faire le ménage. Donc, si toi, tu es bourré, par exemple, de levure, hein, comme le candidat albicans, on a toujours un petit peu de levure dans l'intestin. Mais en général, on maintient dans un taux raisonnable parce que justement, on a beaucoup de bonnes bactéries qui créent l'équilibre. Mais si on a, par exemple, une prolifération incroyable de levure, bien, quand on va mettre des milliards de bonnes bactéries à la fois dans notre intestin, il va y avoir des guéguerres intestinales qui vont se créer et on va avoir soit des diarrhées, soit des ballonnements, on va avoir des symptômes. Alors, c'est normal. Mais encore une fois, le problème, c'est pas le probiotique, c'est qu'on avait une mauvaise écologie dans notre intestin. Alors, j'aurais dû le mentionner au début, mais je vais me reprendre. D'où ils viennent les bonnes bactéries, déjà au point de départ? Parce que quand on est dans le ventre de notre mère, c'est un milieu plus ou moins stérile. Il n'y a pas de mauvaises bactéries qui viennent nous attaquer dans le ventre de notre mère. Donc, c'est au moment de la naissance, quand on passe dans le canal vaginal, qu'on est exposé au microbiote de maman. Donc, on espère que maman elle avait un microbiote en bon état. Et c'est là que par le nez, par la bouche, sur notre peau, on va ensemencer le microbiote du bébé. Si le bébé est né par césarienne, c'est déjà un handicap en tant que tel. Donc, c'est très important, quand on accouche d'un bébé par césarienne, de lui donner des probiotiques dès qu'il est bébé pour l'aider, en plus de l'allaitement. Vous savez, quand on allaite, c'est ce qu'on fait en réalité. On aide le bébé à créer un microbiote en bonne santé parce que quand le bébé est exposé à des virus et des bactéries et qu'il allait, on fabrique au contact de la bouche, quand il y a le contact entre la bouche et le mamelon, on se met à fabriquer les cellules immunitaires dont le bébé a besoin et on les transmet à travers l'allaitement. Donc, on construit l'immunité du bébé en allaitant, mais aussi quand on accouche par voie vaginale, sinon le cas échéant, ben, on n'a pas le choix, il faudra donner des probiotiques tout de suite au bébé. Donc, c'est comme ça qu'on commence à peupler notre microbiote et chaque personne a son empreinte différente de son microbiote. On a tous un microbiote différent et le microbiote va être modulé au fil de notre vie parce qu'à un moment donné, on a peut-être pris
prescriptions d'antibiotiques une après l'autre. On a peut-être eu de la radiothérapie, de la chimiothérapie, des choses qui vont très profondément altérer notre microbiote et notre alimentation. Donc, encore une fois, c'est bien de prendre un probiotique, c'est bien d'incorporer des aliments qui ont des bactéries lactiques à l'intérieur, les aliments fermentés qui sont à la mode, bon, tous les trucs probiotiques, qu'on pense yogourt, qu'on pense aux lactofermentations, aux choucroute, au kimchi, tempeh, miso et compagnie. Donc, ces produits ont été fermentés et le processus a créé des bonnes bactéries qui peuvent faire un travail dans notre intestin. Ceci étant dit, une fois qu'on les a consommés, bien, il faut que notre milieu soit un milieu qui est intéressant pour que les bactéries y survivent. Si on a un milieu qui est hyper acidifié, les bactéries ont de la misère à vivre, mais les levures, elles, sont heureuses dans un milieu hyper acidifié. Si on est dans un milieu où il y a plein de putréfaction parce qu'on digère mal nos protéines, il y a plein de fermentation parce qu'on digère mal nos hydrates de carbone et qu'on est constipé, ben, il n'y a plus d'oxygène parce qu'il y a plein de gaz de fermentation. Et là-dedans, ben, encore une fois, les levures vont survivre, mais les bonnes bactéries vont mourir. Donc, on va rentrer dans un cercle vicieux où notre microbiote est de moins en moins en bonne santé et où il y a de plus en plus de champignons, de levures et de parasites quelconques qui vont s'installer. Donc, c'est pour ça que en naturopathie, on dit toujours que l'origine de toutes les maladies, c'est l'intoxication, c'est l'intestin, c'est la détox qu'il faut faire. On est toujours là-dessus parce qu'on sait que tout part de l'intestin en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien sûr prendre des probiotiques, bien sûr prendre des aliments fermentés, mais il y a des choses qui sont très néfastes pour notre microbiote. Bon, évidemment, la constipation, il faut enrayer la constipation. Et pour enrayer la constipation, d'abord, il faut boire de l'eau. On est très déshydraté au Canada. Il faut boire minimalement nos 8 verres d'eau par jour, pas d'eau distillée, pas d'eau à osmose inversée, vraiment une autre source qui contient 100 parties par million. Et là, envoyez-moi pas 100 messages sur l'eau distillée, etc. Je n'y répondrai pas parce que j'ai souvent adressé ce point. J'ai fait mes recherches, je sais de quoi je vous parle. Il faut prendre une eau de source à 100 parties par million. Et oui, je sais que c'est des eaux dans des bouteilles, etc., mais c'est le moindre mal. OK? Les eaux distillées, les eaux par osmose inversée ont été on leur a enlevé leurs minéraux et ils vont voler vos minéraux pour se rééquilibrer. Et il n'y a pas d'autre façon de le voir et je me fous de ce que vous faites dire par les vendeux. La vérité et la science, c'est ça. Donc, il faut boire de l'eau premièrement parce que ça prend de l'eau pour faire des sels. Les sels sont composés à 70 d'eau. Si vous ne buvez pas d'eau, vous ne pouvez pas avoir des sels de bonne qualité. Ça prend du mouvement. Je sais qu'à moins 30, c'est pas évident, mais faites de la trampoline, une petite trampoline dans la maison, faites du tapis roulant, faites ce que vous voulez. Il faut bouger la sangle abdominale pour enrayer la constipation et il faut surtout manger des fibres. Au Canada, la consommation moyenne de fibres par personne, c'est 13 à 14 grammes de fibres par jour. Et pour être en bonne santé, il faut viser 30 à 35 grammes. Donc, le double. Comprenez-vous? On ne mange vraiment pas assez de fibres. Et pourquoi les fibres sont importantes? On pense souvent aux fibres comme étant ces substances qui vont gonfler dans l'intestin, qui vont ralentir l'absorption du sucre et du gras et qui vont créer du volume pour qu'on puisse avoir une selle. Et c'est vrai tout ça. Mais un autre rôle extrêmement important des fibres, c'est justement qu'ils vont servir de nourriture à nos bactéries. Donc, ils vont avoir une action qu'on appelle prébiotique. Ils vont nourrir les probiotiques. Et avec ce type de nourriture, quand on mange des fibres, parce qu'on mange des légumes et des fruits, les bonnes bactéries vont utiliser ces fibres pour créer une substance qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte ont une action bactéricide et antibiotique contre les parasites et contre les bactéries qu'on ne veut pas. Donc, non seulement ils nourrissent les bonnes, mais ils permettent aux bonnes d'avoir des munitions pour lutter contre les mauvaises. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va lire des études, par exemple, qui vont parler des carnivores, puis qui vont dire que les gens qui mangent de la viande ont plus de maladies, puis ils meurent plus jeunes, puis etc. Le problème, c'est pas tant que les gens mangent de la viande, c'est que souvent les carnivores vont avoir moins de fibres et moins de fruits et moins de légumes dans leur alimentation que les végétariens ou les véganes.
Les végétariens et les véganes vont consommer beaucoup de fèves, de légumineuses pour aller chercher des protéines végétales. Mais en ce faisant, ils consomment aussi beaucoup de fibres qui vont avoir un impact extrêmement bénéfique sur notre microbiote. Donc, la chose la plus importante qu'on peut faire pour notre microbiote et pour notre intestin, la connexion intestin-cerveau, c'est de manger plus de fruits et plus de légumes pour aller chercher nos fibres. Évidemment, les protéines végétales, comme j'ai mentionné, les différentes légumineuses, les pois chiches, les fèves pinto, n'importe lesquelles que vous voulez, mais augmenter la quantité de légumineuses. Et là, vous allez me dire, oui, mais je ne digère pas. Bon, vous pouvez prendre des enzymes si vous ne les digérez pas. Mais la meilleure façon d'augmenter la tolérance aux fibres, c'est d'y aller progressivement. Si vous pouvez prendre l'habitude, même si c'est des fèves en boîte, peu importe comment vous les prenez. Mais si vous pouvez prendre l'habitude de consommer ne serait-ce que 2 cuillères à soupe de légumineuses par jour, ça peut être, vous avez rajouté quelques fèves ou du maïs en boîte ou peu importe, dans vos salades, dans votre soupe. Les pizzas dominicaines ici, ils mettent du maïs dedans. Bref, vous inventez des moyens créatifs, mais d'augmenter et de le faire progressivement. Justement, vous n'êtes pas capable de les digérer, ça vous fait ballonner, ça vous donne des gaz parce que votre microbiote n'est pas en bon état. Et dans les pires choses qu'on peut faire pour notre microbiote, à part ce que j'ai déjà nommé, les antibiotiques, chimiothérapie, radiothérapie, les inhibiteurs de pompe à protons, donc les médicaments, les corticostéroïdes. Donc, dès que vous prenez des crèmes à la cortisone ou de la cortisone en médicament, ça a un impact négatif sur votre microbiote. Le stress chronique. Le stress chronique, vous vous rappelez tantôt, je vous ai parlé de la paroi de l'intestin qui est faite d'une couche de cellules épithéliales, les entérocytes. Leur nourriture préférée, c'est un acide aminé qu'on appelle la glutamine. Et quand on est stressé, notre système nerveux bouffe la glutamine, donc on vole la nourriture de notre tube digestif. Alors déjà, le stress intense et chronique, ça peut créer des problèmes intestinaux. Puis aussi, bien, quand on est plus stressé, on a besoin de plus de sérotonine, on a besoin de plus de GABA, donc il faut en faire plus au niveau de l'intestin. Mais là, on a le tube digestif tout congestionné. Vous vous rappelez, on ne digère pas le Big Mac quand on est en train de se sauver de l'ours noir ou du mammouth. Quand c'était 2 fois par année qu'on voyait des mammouths, c'était cool. Mais là, quand on vit avec un ours noir, puis qu'on a un mammouth au bureau, puis qu'on rencontre des tigres rayés dans le trafic, imaginez qu'on est tout le temps en train d'inhiber la production d'acide dans notre estomac, le cortex préfrontal qui est le centre de notre réflexion, ça va pas bien. On crée de l'inflammation dans notre corps, etc., etc. Donc, ces facteurs ont un impact très détrimental sur notre tube digestif. Et un autre élément extrêmement nocif pour notre intestin, c'est les fameuses huiles végétales. Les huiles végétales qui sont faites à partir des noyaux des grains de plantes, par exemple l'huile de graines de tournesol. Il faut comprendre que dans les graines, il y a des substances phytochimiques qui sont des insecticides. La plante produit ces substances phytochimiques pour éloigner les prédateurs. Si la plante veut se reproduire, elle a besoin d'avoir ses graines. Donc, il y a des substances dans les graines qui sont faites pour éloigner les insectes, les oiseaux, etc. Et donc, ces substances, elles ont un impact négatif justement sur notre microbiote. Elles ne sont pas bonnes pour nous, les humains. Donc, quand on fait des huiles à partir de graines, par exemple, l'huile de graines de tournesol, l'huile de colza, c'est des huiles qui sont non seulement pro-inflammatoires parce qu'elles sont de type oméga-6, elles déséquilibrent le ratio avec les oméga-3, mais en plus, elles ont un impact négatif sur nous. On peut, par exemple, manger les graines de lin, moulues ou entières, mais on n'est pas obligé de prendre l'huile de graines de lin. L'huile d'avocat, par contre, c'est pas fait avec le noyau de l'avocat, c'est avec la chair de l'avocat. Donc là, ça n'a pas l'impact négatif qu'on aurait avec les huiles végétales. Donc, les huiles végétales riches en oméga-6, faites avec des graines, ont un impact très, très, très négatif sur notre microbiote. Donc, il faut retenir la question du stress, la question de l'eau. Tu sais, les antibiotiques, des fois, on n'a pas le choix d'en prendre, mais il faut les faire suivre d'un probiotique de grand dosage, d'origine humaine, etc. Et on n'attend pas d'avoir fini la prescription d'antibiotiques.
on les prend en même temps, juste pas au même moment. Exemple, prenez votre probiotique le matin, prenez 2 antibiotiques par jour avec vos repas, il y a pas de problème. C'est mieux de quand même le prendre, de le débuter en même temps. À mesure que vous tuez votre microbiote, vous le repeuplez, comme ça, il y a moins de chances moins de risques, je devrais dire, que par exemple, les moisissures et tout ça prennent tout l'espace dans votre intestin. Donc, c'est vraiment important. Mais des fois, on n'a pas le choix. Tandis que boire de l'eau, ça, on a le choix. Gérer notre stress, ça, on a le choix. Des choses qu'on peut faire. Enlever les huiles végétales de notre alimentation. Bon, l'huile d'olive, on peut la prendre. Encore là, l'huile n'est pas faite avec la graine d'olive, elle est faite avec le fruit. Donc, il faut bien choisir nos gras, c'est super important. Alors, déjà, ces petits gestes de changer les gras, de prendre des aliments fermentés, d'incorporer donc des aliments fermentés et surtout, surtout, surtout d'augmenter les fibres. Et encore là, vous ne pouvez pas augmenter les fibres sans augmenter votre eau parce que vous allez être gonflé, vous ne serez pas bien. Et les fibres, on les augmente progressivement parce que tranquillement, on va modifier notre microbiote. Alors, quand les gens me disent, est-ce qu'on doit prendre tout le temps un probiotique? En général, c'est non, c'est pas nécessaire de le prendre tout le temps. Mais si vous avez pris un antibiotique, si vous buvez énormément de café, si vous faites des choses qui déséquilibrent votre microbiote, ben oui, vous en prenez. Faites par exemple une bouteille ou un paquet de probiotiques et vous vous assurez d'incorporer les changements que je vous ai mentionnés au fur et à mesure. Changer vos gras, boire de l'eau, prendre votre 35 grammes, 30 à 35 grammes de fibres par jour, etc., etc. Et donc, tout ça parce qu'en optimisant la santé de notre intestin, on optimise la santé de notre cerveau. Donc, on va avoir un impact positif sur le stress, l'anxiété, la dépression et on va supporter notre système immunitaire. On va pouvoir contribuer à équilibrer nos hormones parce qu'on ne fera pas de recyclage de nos hormones et de manière globale, on va avoir vraiment une meilleure santé, moins d'inflammation dans notre corps, moins de vieillissement prématuré, tant au niveau de notre corps, de notre peau, que de notre système cognitif. Alors, vraiment, euh, la santé de notre intestin, elle est primordiale. Je peux vous en parler dans le contexte de la détox, je vous en parle dans le contexte de régulation de nos hormones. Maintenant, je vous en parle dans le contexte du système nerveux et de l'humeur. Donc, vraiment, il y a des connexions et ça démontre encore une fois pourquoi des systèmes comme la naturopathie seront toujours supérieurs parce que ça fait longtemps que nous, on les comprend, les liens, et qu'on n'a pas séparé l'humain en petits compartiments en disant l'intestin, ça va chez le gastro-entérologue, puis le système nerveux, puis les humeurs, ça s'en va chez le psychiatre. On fait tout parce qu'on comprend que tout fonctionne de concert dans le corps humain. Alors, ça complète le webinaire de ce soir, le Santé sans censure de ce soir. Je vous invite à me rejoindre demain matin dès 9 heures pour le masterclass sur le stress, anxiété, insomnie. Évidemment, il sera question du système nerveux, mais j'en parlerai pas, c'est-à-dire du système digestif, mais j'en parlerai pas pendant 1 heure parce que on a d'autres points à aborder. Mais ce soir, je pense que ça vous donne une très bonne intro à cet aspect de la connexion intestin-cerveau, du rôle du microbiote dans notre santé de manière globale, mais aussi dans notre santé au niveau de nos humeurs. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver à 9 heures pour ce masterclass de 6 heures, 3 heures le matin. On prend 1 heure de repas, 3 heures l'après-midi. L'après-midi, on va parler d'approches pratico-pratiques. On va parler de techniques de libération émotionnelle. C'est quand on a justement des stress qui sont emmagasinés dans notre corps et qui font qu'on est toujours en état de lutte ou de fuite. Alors, on épuise nos neurotransmetteurs, on épuise notre système nerveux. Alors, il y a des techniques pour aller déloger ces stress dans notre système. On va parler de cohérence cardiaque, qui est le meilleur moyen d'adresser le nerf vague qui va rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Et on va parler d'huile essentielle. Donc, on va vraiment se faire un après-midi plus atelier, cocoon, ensemble et évidemment avec les micros d'ouvert pour que vous puissiez me poser vos questions, faire vos commentaires. Donc, je vous convie vraiment à une belle journée pour se faire du bien demain ensemble. Et puis, comme d'habitude, vous avez accès aux enregistrements, aux documents par la suite. Donc, si vous n'êtes pas disponible toute la journée ou vous trouvez que c'est trop, vous n'êtes plus capable de soutenir votre attention pendant 3 heures et 3 heures. Comme je vous dis, le matin, c'est de l'information PowerPoint. L'après-midi, c'est vraiment plus un atelier, c'est des exercices qu'on va faire ensemble. Mais quand même,
vous savez que vous pouvez compter sur votre enregistrement et vos documents par la suite. Alors, je vais venir regarder brièvement les commentaires vraiment au hasard. Je vais commencer vers le milieu parce que souvent, au début, c'est beaucoup de bonjour. Alors, on a Eric qui dit: «J'ai plusieurs spécimens rares qui m'entourent, solidement affectés. La lumière est pas trop allumée dans le sapin, découragé.» Ouais, moi aussi, là, je pense que vous avez pris mes lives cette semaine. Le le découragement m'habite aussi, mais comme on dit en anglais, teacher, teach thyself. Donc, professeur, enseigne-toi à toi-même. Ça m'arrive souvent que quand je donne des masterclass ou des grosses formations comme ça, on dirait que l'univers me teste juste avant pour être sûr que je suis vraiment équipée pour enseigner. Donc, ça a été dur pour moi cette semaine, honnêtement. Tout cet aspect de constater l'espèce de COVID 2.0, là, dans le sens que les gens sont repartis sur la folie pure, ça me fait beaucoup de peine. Ça me décourage parce que ben, vous connaissez mon parcours maintenant, vous savez ce que j'ai laissé derrière et vous êtes témoin de mes luttes quotidiennes et depuis 3 ans et quelques pour gagner ma vie en ligne à l'étranger. C'est pas du tout ce que je faisais avant, donc c'est pas évident. Et de voir que d'une certaine façon, ça n'a rien donné. Tu sais, on continue de prêcher aux convertis. Tu sais, vous êtes 100 personnes présentes en ligne ce soir, c'est presque toujours les mêmes. J'ai 13 inscriptions à mon masterclass de demain. Je veux dire, les parents devraient tous payer ce masterclass-là à leurs ados. Tout le monde qui prend des antidépresseurs, c'est quand même 15 de la population là, au Québec, au moins 15 devrait faire cette formation. J'ai 13 personnes inscrites, donc c'est un peu décourageant, je vous l'avoue. Ça me pousse à me remettre en question. Pourtant, je sais que mon contenu est excellent. Je sais que les gens qui font mes formations les adorent. J'ai des gens qui viennent à pratiquement toutes mes formations. Donc, je sais que c'est pas moi le problème. Même si je peux avoir une personnalité un peu directe, justement parce que je suis une équipe de un, puis des fois les gens me racontent leur vie, puis j'ai juste pas le temps, puis c'est pas le bon moment, puis je veux juste qu'ils me donnent l'essentiel. Alors les gens comprennent pas ça, que moi, quand je passe 1 heure à parler avec quelqu'un au téléphone, pendant ce temps-là, mon salaire rentre pas et il y a 15 000 personnes qui me suivent. Donc, j'ai 67 000 messages dans mon inbox et j'ai 13 personnes d'inscrites à mon masterclass. Donc, il y a quelque chose qui marche pas. Je dois réajuster mes limites et mes filtres de toute évidence. C'est sûr que pour moi aussi, c'est décourageant par bout, gang. Pensez pas que parce que je suis en République, ça me touche pas, là. Ça me touche ce qui se passe au Québec. Ma clientèle est québécoise, puis mes amis sont québécois pour la plupart. Donc, ça me touche. Mariotte qui me dit bonsoir. Mariotte qui est une de mes fidèles fans que j'apprécie beaucoup. Bon, les bonsoirs, bonsoir, comme je vous dis, je ne les lirai pas toutes. Eric encore, j'imagine qu'ils sont en associativité avec nous. Là, je ne sais plus c'est quoi le lien avec l'autre message. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu es resplendissante, belle tigresse. Merci, Lucie. J'imagine que le tigresse est en lien avec mes états d'âme de la semaine. Écoutez, pour ceux qui ont manqué un bout de l'histoire, c'est que il y a une église à côté de chez moi, de je ne sais pas quelle dénomination, et ils ont des méga speakers. Et le dimanche matin, je me fais réveiller les dimanches matins depuis, je ne sais pas, au moins 2 ans, avec une espèce de messe où il y a un preacher qui se met à crier. On dirait que c'est des exorcistes qui font. C'est hallucinant. Mais là, cette semaine, ça a commencé à être les soirs aussi et ça dure 2 à 3 heures de temps. Donc, c'est une espèce d'agression auditive que j'ai tout le temps. Et dès que je sors de chez moi, d'habitude, c'était tranquille. Et dès que je sors de chez moi, c'est le bruit des motos parce que je vis dans le cœur du village. Alors, c'est les poules, les motos, et la musique à tue-tête dans tous les dépanneurs qu'on appelle ici des colmados. C'est quand même très bruyant, comme tous les villages du sud en réalité. Et parce que je vis dans le village, je ne suis pas dans la zone touristique en bordure de mer, donc c'est bruyant. Dans mon résidentiel, normalement, ça ne l'est pas. Mais là, je suis pris avec ces histoires de messes, j'ose quasiment dire sataniques. Et en plus, il y avait la rénovation d'un toit, d'un truc où on a la lavanderie, où on lave
les vêtements et tout ça. Et ils ont rénové le toit cette semaine, donc j'étais avec les drills, les marteaux et tout. Et là, ils ont fini hier, mais aujourd'hui, avec quelqu'un avec une drill qui faisait de la réparation dans le condo à côté de chez moi, et ça a duré aussi toute la journée. Donc, je ne sais pas pourquoi ils font tout ça à ce temps-ci, mais c'est vraiment intense. Alors, en plus des messages qui ont aucun sens, j'ai lu le message d'une personne qui avait badigeonné son enfant qui s'était fait injecter d'huile d'olive exorciste, qu'elle a dit, exorcisée, et qu'elle lui a fait boire de l'eau exorcisée. Et j'étais juste dans un état de découragement, là, à part tout le restant, à part à quel point les gens sont impatients, agressifs, veulent tout avoir, veulent pas payer, veulent pas prendre de rendez-vous, mais veulent me conter leur vie. Ils viennent ici en République, ils n'ont pas passé à travers moi pour mes services d'agent de voyage ni d'agente immobilière, mais ils veulent que j'aille manger gratuit avec eux, que je paye un repas au prix des touristes pour me raconter leurs affaires, tu sais. Puis quand je mets des limites, ben, je me fais insulter, mais c'est moi la méchante. Fait que c'est très, très, très particulier. L'état dans lequel les gens sont présentement. C'est beaucoup au Québec. Je ne sais pas pourquoi plus. Ben, je sais un peu. Là, on a été plus injectés, puis il y a plus de toutes sortes de mesures. Mais il y a vraiment quelque chose. Je pense que c'est de concert avec les médias qui entretient cette espèce de trucs-là. J'ai fait aussi un mini-live cette semaine où j'ai parlé des NPC, c'est des non-player characters. En réalité, ça vient des jeux vidéo et c'est le fait que dans un jeu vidéo, quand toi, tu as un personnage, c'est un personnage qui est associé avec un joueur. Mais dans le jeu, il y a toujours des personnages qui viennent avec le jeu, qui ont été faits par le programmeur, donc qui ont été faits par la matrice pour la matrice. Il faut que tu aies des adversaires dans le jeu. Tu ne peux pas avoir juste ton caractère, ton personnage. Donc, il y a aussi d'autres joueurs qui ont des personnages qui sont aussi associés à un joueur. Mais au travers de ça, il y a les joueurs qui n'ont pas de. C'est-à-dire, il y a des personnages qui n'ont pas de joueurs en arrière, qui sont juste des personnages pour remplir. C'est comme des figurants dans un film. Hein? Donc, il y a ça dans les jeux vidéo. Alors, ils les appellent les non-player characters. Donc, les personnages qui n'ont pas de joueurs associés. Et ben, c'est ça qui se passe dans notre société en ce moment. On dirait qu'il y a des gens qui sont des personnages qui n'ont pas de joueurs dans la boîte. Là. Et puis, ces gens-là, ben, ils sont binaires. Alors, le gouvernement a juste à leur présenter un message comme le méchant, le responsable de tout, c'est Trump et les États-Unis sont le problème. Alors, pendant ce temps-là, notre Parlement a la clé dans le porte. Justin a démissionné, il n'a pas encore été officiellement remplacé. Il semble que ça sera par Carney. Carney, qui est le handler de Justin, qui est celui qui lui a dit de saisir les comptes de banque durant les manifs des camionneurs, qui était le gouverneur de la Banque du Canada, qui a pratiquement mis le Canada en faillite en 2008, qui est allé faire la même chose en Angleterre, qui est revenu au Canada. Donc, les gens pensent qu'ils vont sortir d'un problème créé par Trudeau en prenant celui qui manipulait Trudeau. Carney, c'est lui qui tire les ficelles de Trudeau. Et là, c'est lui qu'on veut mettre à sa place. Et donc, on n'a aucune bonne raison de boycotter les États-Unis. Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire qu'un autre blogueur avait fait des capsules. Puis moi, là, je suis un électron libre. Hein? Il y a une raison pour laquelle je me suis venue ici, j'ai tout perdu pour conserver ma liberté d'expression et mon intégrité scientifique. Alors, moi, je suis pluguée à des sources d'information américaines. Mon information américaine, je la prends aux États-Unis. Je ne la prends pas à travers des blogueurs québécois qui l'ont eu dilué à travers 2, 3 autres blogueurs. OK? Donc, et chacun est libre d'avoir son opinion. Des fois, quand j'ai le temps, j'en écoute, je regarde où ils sont rendus dans leur réflexion. Des fois, je vais être d'accord. Dernièrement, j'avais écouté des blogs d'Alexis. Il y a sur certains points, je suis d'accord avec Alexis. Il y a sur certains points, je ne suis pas d'accord. C'est ça, des libres penseurs. On n'embarque pas dans des clics, puis on ne s'en va pas. D'ailleurs, je suis la première à dénoncer quand j'arrête pas à vous dire qu'il n'y aura pas de sauveur, puis il faut arrêter de courir comme des poules pas de tête. Moi, je vous donne l'information, fullement référencée, pour que vous puissiez aller faire vos recherches. Je ne veux pas que vous croyiez parce que je vous le dis, mais je vous la donne, la recherche. Je la lis, je la traduis, je la mâchouille, je la vulgarise et je vous la transmets. Après ça, ben, si vous savez qui je suis, vous savez que je le fais avec intégrité. Si vous n'êtes pas sûr, ben, vous pouvez aller vérifier. C'est pour ça qu'il y a des liens. Les gens dans mon membership reçoivent un blog, reçoivent des trucs avec des liens. Donc, c'est ça l'idée.
c'est de vous outiller pour que vous puissiez faire vos propres recherches. Donc, des fois, on n'est pas d'accord et c'est correct qu'on ne soit pas d'accord. C'est comme ça que la pensée évolue, c'est quand on est capable d'avoir des échanges intelligents dans une vraie démocratie. Mais là, on vit dans une époque où c'est tout le contraire de ça. Et c'est le contraire de ça parce qu'on est pris avec ces non-player characters qui ont une pensée binaire. Ils ne peuvent pas avoir une troisième, une quatrième option. T'es bon, t'es mauvais. T'es injecté, t'es pas injecté. Les États-Unis sont bons ou sont méchants. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est plein de nuances. C'est plein de nuances. Il n'y a rien qui est tout bon ou tout mauvais. Même nous autres, on n'est pas tout bon ou tout mauvais. On est bon en général, mais on a une part d'ombre. Donc, il faut nuancer. Mais ça demande une pensée critique. Et au Québec, je pense que c'est ça le problème. Dans les dernières années, on n'a pas développé la pensée critique. Le système d'éducation, comme aux États-Unis, a été nivelé vers le bas et les gens n'ont plus de pensée critique. Et là, ils sont entraînés à ne pas avoir de pensée critique, à avoir une pensée binaire, oui ou non. Alors, ces cellules-là qu'on avait activées, ces non-player characters qu'on avait activés durant la pandémie, ces gens qui, pour un hot dog, ont été s'injecter un traitement génique expérimental, qui mettaient des fils sur leur Facebook de dire je reste chez nous, je sauve des vies, ou je me suis fait injecter, qui se vantaient de ça, puis qui chiaient sur nous autres parce qu'on ne l'était pas. Ben, ces non-player characters étaient un peu dormants, c'était business as usual. Et là, Trudeau, puis Carney, qui va probablement être le remplaçant, eux autres qui ont besoin de mobiliser les Canadiens, eux autres, la stratégie, c'est toujours diviser pour mieux régner. Et la technique de problème, réaction, solution. Ils ont déjà des solutions prévues. Ils créent un problème qui nourrissent avec les gens qui n'ont pas de joueurs associés et ils leur proposent deux options. Mais jamais une troisième. Ils ne peuvent pas réfléchir. Vous voyez, quand on essaie d'avoir des conversations avec les non-vax, c'est-à-dire avec quand nous, les non-vax, on essaie d'avoir des conversations avec les injectés, bien, dès qu'on arrivait avec des arguments intelligents, est-ce que ces gens-là argumentaient? Ou est-ce qu'ils écoutaient l'argument pour essayer d'avoir un contre-argument? Jamais. Ils n'en ont pas. C'est des coquilles vides. Non-player characters. Alors, on met une étiquette. Une complotiste. Ah, mais c'est la science. Ça ne peut pas argumenter. Comprenez-vous? Alors, c'est ça la situation à laquelle on assiste présentement, c'est que ces cellules mortes-là, dormantes, excusez-moi, pas mortes, méchant lapsus, ces cellules dormantes ont été réactivées. Hein? On leur a dit que l'ennemi, c'était le monsieur Orange de l'autre côté de la frontière, que c'est à cause des États-Unis qu'on a l'inflation qu'on a au Canada. C'est pas à cause du Green New Deal, là. C'est pas à cause des taxes de Trudeau puis toute la shit, là. C'est à cause du gars qui est au pouvoir depuis même pas un mois. Comprenez-vous comment ça marche? Alors, le Parti libéral sait très bien qu'en ce moment, c'est le Parti conservateur qui a de l'avance. OK? En principe, c'est Poilievre qui devrait rentrer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de ne pas aller en élection. C'est ça le narratif en ce moment. Je ne sais pas ce que vous avez comme nouvelle, fait que je vais vous dire ce que je sais pour vrai. Alors, le narratif, c'est qu'ils vont essayer qu'il n'y ait pas d'élection en ce moment. On est supposé avoir des élections à tous les 4 ans, mais il y a déjà eu du temps où on l'a eu aux 5 ans. Ils vont essayer de revenir à ça. Ils vont essayer de gagner du temps. Pourquoi ils ont mis la clé dans le Parlement en ce moment pour gagner du temps? Et là, ils vont essayer de gagner encore du temps parce qu'ils savent que s'ils déclenchent les élections, c'est Poilievre qui va gagner. Donc, ils veulent gagner du temps. Et pendant ce temps-là, en réalité, ils vont courir contre le Parti républicain. Comprenez-vous? Même si les républicains ne sont pas au Canada, ils vont tourner l'attention des gens au lieu de dire on est dans la merde parce que j'ai fait mes politiques de woke puis mon histoire de, de Green New Deal puis toute la merde. Alors, au lieu que les gens soient fâchés après Trudeau, ils vont rediriger la colère et l'attention vers les États-Unis. C'est pour ça que là, on essaie de créer un sentiment d'unité nationale. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, là, on se faisait traiter de raciste, de xénophobe, de fasciste, hein, dès qu'on essayait de dire Canada first, là, ben là, c'est rendu la devise des autres.
Et là, les gens se promènent avec des drapeaux canadiens, mais il n'y a pas longtemps, rappelez-vous les politiques de Trudeau. Trudeau, le premier geste politique qu'il a posé quand il est arrivé au pouvoir, il a refait tous les formulaires au Canada pour inclure un troisième genre, avant même qu'on parle de wokisme quand il est arrivé au pouvoir. Donc, les politiques d'inclusion, ça a été la base de tout ce qu'il a fait. La pire affaire que tu pouvais faire dans la vie, c'est d'être un homme blanc hétérosexuel. Comprenez-vous? Donc, tout a été mis de l'avant parce que c'est l'agenda mondialiste, c'est l'agenda du WEF et tout ça. Donc, c'est ça qui nous a mis dans la merde. Mais pour essayer de nous faire oublier ça, maintenant, on essaie de nous rassembler sous Team Canada, qu'il n'y a pas longtemps, on était des racistes et des xénophobes, mais là, c'est cool d'être Canadien et d'être contre les Américains. Voyez-vous comment ils sont sans gêne? Mais ils peuvent se permettre d'être sans gêne parce que quand tu deals avec des non-player characters, tu as des personnages qu'il n'y a personne dans la boîte, il n'y a pas de joueur derrière le personnage. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de joueur. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre. Vous voyez bien, si vous dealez avec des gens qui ont une capacité de réflexion comme mais vous autres à ce soir-là, vous allez dire, ben là, c'est quoi la joke? Il y a 2 ans, on était des racistes puis des xénophobes, ben là, c'est Go Team Canada. Parce que nous autres, on a une capacité de réflexion. Mais les caractères binaires, là, non pas. Tu dis, tu vas à gauche, tu vas à droite. Quand tu mènes les gens par la peur, je vous l'ai dit 1000 fois, ça inhibe le cortex préfrontal, ils tombent dans leur cerveau reptilien. Un reptile, ça fait quoi? Ça réagit. Demandez pas au serpent de vous élaborer le théorème de Pythagore, là. Hein? Il peut vous mordre, par exemple, la lutte ou la fuite. Ben, c'est ça. Des non-player characters, c'est binaire. Il n'y a pas de troisième option. Hein? Puis là, ben, ils étaient dormants, mais là, ils les ont réactivés avec un sentiment de nationaliste. Puis là, je lisais un article aujourd'hui, je les transfère même plus parce que depuis la loi C-21, vous n'avez plus le droit d'avoir des nouvelles sur Facebook. Donc, ça disait que les Américains, pendant que les Canadiens boycottent les États-Unis parce que les gens vont plus en vacances aux États-Unis, puis ça, puis à cause de ça, une gang de touristes à Las Terrenas dont on se passerait bien. Cette gang-là qui ne va plus dans leur roulotte en Floride, là, maintenant ils viennent chez nous. Et donc, pendant que les Canadiens boycottent les États-Unis, les Européens, c'est-à-dire les Américains vont en vacances en Europe. Alors, comme quoi, ils s'en foutent royalement qu'on boycotte le jus d'orange, qu'on n'aille pas en vacances chez eux. Mais au travers de ça, tu as des gens au Québec qui agressent d'autres Québécois en fonction de ce qu'ils ont dans leur panier d'épicerie. Vous voyez bien que ça, c'est pas des gens qui sont ni dans leur cœur, ni dans leur bienveillance, ni dans rien de ça. Donc, on est entouré de ça. Et c'est pour ça que je disais aujourd'hui, c'est malade parce que je dis, c'est un peu comme ces gens-là, c'est un peu comme quand tu es mort. Tu sais, quand tu es mort, toi, tu n'as pas de peine, tu es mort, mais c'est les gens autour de toi qui souffrent. Tu sais. Mais ces gens-là, ces non-player characters, c'est pas eux autres qui souffrent, tu sais, parce qu'ils savent même pas qu'ils sont vides, c'est nous autres autour que ça affecte. Donc, il faut trouver un moyen de se réunir entre nous autres. Mais ce qui est triste, ce que j'observe, puis que je fais moi-même, là, c'est mon mea culpa, moi aussi, mais c'est qu'on est tellement vidé par ces coquilles vides qu'on a tendance à s'isoler. Mais il ne faut pas s'isoler parce que vous savez, diviser pour mieux régner, puis c'est vraiment dans la collaboration qu'on a toujours réussi à s'en sortir dans l'humanité puis dans tous les systèmes biologiques dans la nature. Donc, c'est juste qu'il faut être beaucoup plus sélectif qu'avant. Il faut avoir des bonnes frontières, il faut être bien grandé pour être dans notre cœur, pour savoir on a affaire à un vrai être humain ou on a affaire à un non-player character. C'est quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, moi je les appelle les portails organiques, ben, on a affaire à des coquilles vides ou on a affaire à des vraies personnes. Et des coquilles vides, il va en avoir de plus en plus parce que c'est sûr que tout l'aspect de la protéine avec un nom en S, les injections et tout ça, ça vise à s'accaparer notre humanité. Et encore plus, dès qu'on va commencer à s'injecter des parties non humaines à l'intérieur de nous autres pour les puces et compagnie, c'est ça le but de l'exercice pour eux autres, pour aller vers le transhumanisme, qui vont nous mettre ça bien beau, l'identité numérique et tout ça, mais à partir du moment où on va interférer avec notre biologie, avec des pièces synthétiques, ça va être vraiment le début de la fin. Ça vise à vraiment nous déshumaniser. Ça s'appelle le transhumanisme, mais c'est le déshumanisme avant le transhumanisme.
Donc, il faut vraiment se connecter entre nous autres et refuser ces technologies-là, refuser de se faire injecter quoi que ce soit. Et là, ben, ils trouvent des moyens créatifs, hein. Ils donnent des injections ARN messager au bétail, à plein d'affaires. Donc, ils trouvent des moyens créatifs pour nous gaver de trucs qu'on veut pas. Mais en tout cas, au moins, si déjà on refuse consciemment ceux qu'on nous propose, ça sera déjà ça de gagner pour aussi longtemps qu'on pourra le faire. Et c'est ça. Alors, pour l'instant, ben, on est entouré de ce genre de non-player character qui sont très drainants énergétiquement. Alors, il faut bien prendre soin de nous autres et ça revient toujours aux affaires de base. Tu sais, cette semaine, quand j'étais un peu dans ma déprime, j'ai dit, bon, faut aller au gym, faut manger comme il faut dormir. C'est tout ce qu'on n'a pas le goût de faire quand on n'est pas bien. On a le goût de s'anesthésier, que ce soit en prenant de l'alcool. Ça a bien à donner. Par le temps que j'ai voulu prendre un verre de vin, c'était fermé. Donc, des fois, on a le goût de se déconnecter un peu de notre ressenti qui est moche, mais c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut encore plus mettre nos outils naturopathiques en action, qu'il faut boire notre eau, qu'il faut faire nos exercices, parce que le corps va se rééquilibrer avec nos propres neurotransmetteurs. Donc, il faut vraiment rester groundé, aller marcher dans la nature, se connecter aux arbres, si on a des animaux de compagnie, s'entourer de gens qui nous nourrissent au lieu de nous drainer énergétiquement et redescendre dans notre cœur. Si on s'en va dans nos peurs, dans nos pensées, qu'on se projette dans l'avenir, on redescend dans le cœur. Moi, j'ai dérapé là-dedans cette semaine. Là. J'étais en train de chercher où aller vivre ailleurs, etc. C'est comme, ouf, attends, respire. Grande et respire. Et on remet en place les choses et tranquillement, on descend, on se regrande. Mais il faut les maîtriser, ces outils-là, parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Donc, je vous le dis, demain, 9 heures, inscrivez-vous ce soir, là, commencez pas, ça, c'est une autre affaire que vous me stressez. Je publie pendant un mois les événements, puis là, vous attendez 10 minutes avant le début, quand moi, je suis en train d'installer ma caméra, mes affaires, puis là, vous commencez à m'écrire. Ben là, ça marche pas. Ben là, si je m'en vais avant, ça va être correct. Ben là. Ouais, mais c'est parce que moi, j'essaie de démarrer mon affaire. Fait que, attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. Puis aussi, moi, quand j'étais une semaine d'avant, puis j'ai 3 inscriptions, il arrive que j'annule. Fait qu'il faut vraiment que vous preniez l'habitude d'aller vous inscrire avant. Lucie, j'adore les informations, tes explications tellement pertinentes. Merci de tes enseignements. Ben merci, Lucie. Si j'avais personne à enseigner, je pourrais pas le faire. Donc, merci à vous autres d'être là. France, j'ai commencé il y a 3 mois à manger des graines germées et depuis ce temps, j'ai des problèmes d'intestin. J'ai arrêté les graines et je prends maintenant des probiotiques 50 milliards pour femmes. L'idée, c'est toujours d'aller progressivement, autant dans les probiotiques que les germinaisons. Les germinaisons, c'est excellent, mais encore là, si ton système n'est pas habitué à ça, ça se peut qu'il y ait des réactions. Marlène, je viens d'arriver, je vais réécouter en replay. Bonsoir. Bon, les polypes, ça peut être héréditaire? Non, pas tant. C'est souvent ce qui est héréditaire, c'est le mode d'alimentation puis le mode de vie. Merci beaucoup, super intéressant encore une fois. Merci beaucoup, très intéressant, Marie-Lise. Julie, merci, très intéressant. Audrey, magnifique présentation, c'est toujours enrichissant. Éric, l'information pour le membership est dans l'entête. C'est toujours dans l'entête, les affaires. Ton contenu est super, mais je crois que les gens se sont renfermés sur eux. Je pense, moi aussi, Claire, j'avais une grosse remise en question cette semaine. Là. Écoute, je suis allée voir la détox de d'autres personnes, le programme de détox, que moi, j'ai vendu à 100 $ cette année parce qu'il y avait le livre de recettes à l'intérieur et tout ça. Les gens vendent ça 300$ pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de contenu que ce que je donne. Je sais que c'est pas mon contenu, je sais que c'est pas mon prix. Euh, ben, les gens sont très sollicités, ça, j'en suis confiante. Mais c'est ça, les gens se sont renfermés. Il y a une espèce d'apathie. J'ai publié quelque chose aujourd'hui là-dessus aussi, là, que quand il y a de l'inflammation dans notre cerveau, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Ça donne de l'apathie. J'ai pas le goût de rien faire. Ça fait à -30 non plus. Christian, j'ai essayé le kombucha cru au gingembre. Je ne sais pas si c'est bon pour le microbiote, mais ça m'a enlevé des crampes qui persistaient. Oui, c'est bon, mais encore là, il faut y aller progressivement. Le gingembre aussi, ça a un effet pour aider à produire de la bile, donc c'est bien. Les parasites et virus associatifs, oui, souvent. C'est que si le terrain est déséquilibré et qui est encrassé, ça va être un milieu qui va être favorisé
tous les micro-organismes qui ne sont pas intéressants. J'en profite pendant que je suis sur la question des parasites. Il y a des gens qui m'écrivent à tous les jours de ma vie pour me demander de l'ivermectine. J'envoie pas d'ivermectine à personne. Si vous voulez, venez en acheter ici. OK? Je suis pas dans la business d'envoyer de l'ivermectine par des courriers au Canada, premièrement. Deuxièmement, vous voyez tout ce que je vous ai parlé ce soir par rapport au microbiote. Quand même, vous prendrez une pilule d'ivermectine, vous continuez à manger de la scrap après, le microbiote, il va se rééquilibrer à travers votre alimentation. Comme je vous ai dit tantôt, quand on mange progressivement des fibres, par exemple, vous commencez à manger des légumineuses, des fèves, des pois, etc., votre microbiote va s'adapter à votre alimentation et va s'assainir avec votre alimentation. Pourquoi, quand je fais une détox de 3 semaines, les gens se sentent vraiment bien? Parce qu'en 3 semaines, on a le temps de modifier un peu notre microbiote. Mais si vous prenez de l'ivermectine pour continuer à manger la même scrap, votre intestin va redevenir la même scrap. L'intestin, le microbiote, c'est le reflet de ce qu'on mange, comme notre peau, c'est le reflet de ce qu'on mange. Tu peux même t'acheter des pots à style odeur bourrés de perturbateurs endocriniens, puis de cochonneries, puis de cellules de placenta avortées. Bien, si tu manges la scrap, je m'excuse, tu n'auras pas une belle peau. Les gens passent leur temps à commenter sur ma peau, mais j'ai souvent presque rien. J'ai jamais utilisé de protection solaire. J'ai toujours pris du soleil dans ma vie. Et ma peau, elle est comme elle est parce que mon intérieur, il est comme ça. La peau, elle reflète notre milieu ambiant. La peau, c'est un organe de détoxification. Quand ton intestin, il se peut plus, quand ton foie, il se peut plus, ça sort au niveau de ta peau. Le menton, c'est la zone gynécologique. Le front, c'est la zone intestinale. Avant une menstruation, on a souvent des petits boutons qui nous sortent sur le menton parce que notre foie est surchargé d'hormones. Et si le foie est surchargé d'hormones puis que l'intestin il est poreux, comme on a expliqué, ben on fait un recyclage. Puis la quantité qui est ambiante, ben il y en a qui s'en va au niveau du menton. Quand tout sort où c'est supposé de sortir, ben la peau, elle n'a rien détoxifié. Donc, la peau, elle est belle. Pas besoin d'artifice. Ben, ton microbiote, c'est la même affaire. C'est le reflet de ton alimentation. Alors, quand même, tu prendras une pilule d'ivermectine ou que tu feras un protocole avec l'ivermectine, puis de l'hydroxychloroquine, puis 5 antiparasitaires de chevaux, si tu as une alimentation de merde, tu auras un microbiote de merde. C'est pas compliqué, la vie, là. La biochimie du corps, ça peut être très complexe. Ben, les solutions sont toujours très simples. Parce que le corps, il n'a pas attendu qu'on invente l'ivermectine, puis il n'a pas attendu qu'on invente le Viagra pour vivre, ni le Zoloft, puis les antidépresseurs. Le corps, il sait comment faire des antidépresseurs avec l'alimentation. Il sait comment faire un microbiote avec l'alimentation. Et le microbiote, il fabrique nos antidépresseurs. Hein, c'est une relation symbiotique qu'on appelle. On nourrit le microbiote, puis le microbiote nous nourrit. On est en symbiose, une relation symbiotique. Donc, les choses qui soutiennent la vie et la santé, c'est les choses de base. L'eau, le mouvement, le soleil, les bactéries dans le sol, etc. Un aliment qu'on trouve partout, qui est un des meilleurs aliments pour le microbiote, puis je suis sûre que vous ne l'avez jamais entendu, la salade. La salade, la bonne vieille salade. Parce que en plus des fibres qu'on amène avec les légumes verts feuillus, puis tous les légumes en général, mais les légumes verts feuillus, là. Les légumes verts feuillus, ils poussent à ras le sol. Tout ce qui pousse dans la terre, tu as beau les laver, mais ça va avoir des bactéries particulières. Alors, c'est pour ça aussi que la variété alimentaire est super importante. Plus on mange varié et plus on a un microbiote en santé, plus on est en santé. Il y a en moyenne 5000 espèces de micro-organismes différents. 5000 familles différentes. C'est un gros village, là, notre intestin. Alors, l'idée, tantôt, quelqu'un mentionnait le 50 milliards de bactéries. Oui, mais tu ne peux pas prendre 50 milliards de bactéries de la même marque pendant un an. Parce que là, tu vas te ramasser avec une famille qui va être beaucoup trop nombreuse. Donc, l'idée, c'est la diversité au niveau du microbiote. Et si on mange varié, on va avoir un microbiote varié. Même affaire. Si tu manges tout le temps de la laitue romaine, tu vas toujours avoir les mêmes bactéries. Tu l'alternes avec de la ragoula, tu l'alternes avec des feuilles d'épinards, tu l'alternes avec de la mâche, tu les alternes pour aller chercher des familles de bactéries différentes. Et donc, ces feuilles de salade qui arrivent avec des fibres, qui arrivent avec des bactéries, elles arrivent aussi avec des sulfokinnovoses. OK? On avait entendu parler des sulforaphanes qu'on retrouve dans le brocoli, dans le chou-fleur, etc., qui a un effet détox au niveau de notre foie.
Bien, ces molécules soufrées, comme les sulforaphanes, et dans le cas de la salade, les sulfokinoboses, les molécules soufrées sont une excellente nourriture pour nos bactéries dans notre intestin aussi. Donc, la bonne vieille salade, c'est un super aliment pour le microbiote. Bien, si tu ne manges pas de salade parce que toi, tu es keto puis tu manges juste des avocats et du steak, tu as une idée de ce que ça fait à ton microbiote? C'est horrible. Donc, l'idée, c'est toujours la variété. L'idée, c'est toujours une alimentation le plus possible à 80 végétale. On peut rajouter des grains, on peut rajouter des protéines, mais on essaie d'augmenter le plus possible nos végétaux pour augmenter nos fibres. Parce que les fibres sont bonnes pour tout. Aider à détoxifier nos hormones, aider à détoxifier les mauvais gras, aider à détoxifier plein de substances qu'on ne veut plus avoir dans notre corps. Et encore là, en donnant les fibres à nos probiotiques, ils vont faire un meilleur travail de nettoyage. Donc, c'est vraiment important d'axer sur l'alimentation, que ça soit pour notre santé, que ça soit pour éviter les parasitoses. Si tu remets ton milieu intérieur, c'est comme quand tu as un jardin, tu as bien beau mettre des herbicides, mais si tu ne nourris pas ta terre, tu vas toujours être pogné de mettre des herbicides. Bien, ton microbiote, c'est pareil. Tu peux prendre des probiotiques, puis tu peux prendre des antibiotiques. Mais à un moment donné, si tu manques de certains nutriments, puis certaines familles de bactéries, le problème va toujours revenir. Quand tu as un problème de parasitose, ça se peut que tu as mangé un sushi un moment donné ou je sais pas, un morceau de porc qui n'était pas tout à fait assez cuit, puis tu as des parasites qui se sont installés parce qu'ils étaient dans l'alimentation. Mais normalement, quand les parasites rentrent dans ton système, si tu as un microbiote en bon état, il va te défendre. De la même manière que quand tu as une immunité en bon état, tu te défends contre les 10 à la 14 virus autour de toi et contre les virus qui sont dans ton intestin. Mais si tu fais plein d'affaires qui vont contre ton microbiote et contre ton système immunitaire, là, ça peut arriver que tu tombes malade, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de modifier nos habitudes progressivement, rétablir le microbiote et on peut en prendre des antiparasitaires, mais le meilleur antiparasitaire, c'est l'ail. On a tous de l'ail à la maison. L'ail cru le matin, tu le coupes, tu prends ta gousse d'ail avec un peu d'huile d'olive et un peu de persil, si tu as peur de l'odeur. L'origan, le thym, la cannelle, le clou, c'est tous des super antiparasitaires. J'ai eu des salmonelles dans le temps des fêtes. Tout le monde était à l'hôpital pour recevoir des antibiotiques en intraveineuse. Je me suis fait mes décoctions d'orange amère avec cannelle, clou de girofle, thym, origan, ail, oignon, tout ce que j'avais qui était antibactérien chez moi. J'ai pris ça pendant 2 jours. Je me suis sortie de ça. Puis ceux qui ont été prendre des antibiotiques ont eu plein de problèmes, ils ont été obligés d'en prendre après ça par voie orale, etc. Ils s'en sortaient plus. Oui, parce que tu as détruit aussi les bonnes bactéries qui pouvaient te défendre. Moi, avec mes plantes, j'ai détruit les parasites et mes bonnes bactéries étaient là. J'ai des probiotiques ici, j'ai pris mes probiotiques. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Les antiparasites, là, ça donne ce que ça donne. Tu n'es pas la seule à être découragée de voir les inconscients qui ont été endormis depuis très longtemps par la propagande, lavage de cerveau. Ouais. Euh, les, oui, les bizarroïdes sont pas mal partout, pas juste au Québec. C'est vrai, mais je te dis, là, ici à l'Astérenas, il y a des gens qui viennent de partout. Je suis capable de spotter les Québécois. Un gros merci pour ton grand cœur. J'adore tes informations et tes réflexions. Merci, France. Louise, les gens malheureusement ne connaissent pas Carney. Il va donc vendre sa salade. Déjà, de faux sondages lui donnent des avances sur Poliev. Ça joue dans la tête des gens. Encore une autre manipulation. Ben clairement, le gars il vient d'arriver, les gens ne savent même pas c'est qui, ils n'ont même pas été à la recherche. Ils votent pour lui. Le gars, il a publié un livre, là, j'oublie le nom. Je vais le trouver, je vais le mettre sur mon mur tantôt. C'est le manifesto du Parti socialiste. Il est contre les libertés fondamentales. Je vous dis, c'est lui qui a fait saisir les comptes de banque. Fait que comment ce gars-là peut être en avant d'un sondage? Claire, c'est pas dans 50 ans, on va parler de toi, Chantalane, cette femme warrior qui ont informé. Ouais, je pense pas. Je pense pas. Excellente réflexion. Hands yellow, heart red. Audrey. Je t'envoie de belles énergies. Merci pour tes judicieux conseils. Bon, j'en prends un petit dernier parce qu'il faut que j'aille terminer.
La formation de demain. Marie-Hélène Gamache, tu penses quoi du CDS? Aucune idée ce que c'est le CDS. Euh, que penses-tu des légumes fermentés? Ben, c'est tout bon. Mon cocktail du matin, curcuma, citron, clou de girofle et citron. Ben, c'est bien, mais encore une fois, l'idée, c'est la variété. À part l'eau, à part les légumes crucifères, il n'y a pas grand-chose qu'on devrait prendre à tous les jours. L'idée, c'est vraiment d'avoir une variété alimentaire. On ne veut pas toujours frapper comme sur le même clou avec le même marteau. Alors là-dessus, gang, je vous laisse. Il y a encore des commentaires. Vous êtes encore une centaine et plus, mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure je vais travailler sur les documents de demain. Je suis en train de tout fignoler le PowerPoint. C'est 6 heures de formation, fait que c'est beaucoup de petits PowerPoint. Alors là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez profité des informations. Si vous voulez le membership, l'information est dans l'entête. Ça va être éventuellement installé sur Patreon. Il y a des gens qui ont été s'inscrire sur Patreon, puis ils se sont désinscrits parce que je suis en train de le faire, fait que l'information n'est pas encore là. Je vais le lancer en grande pompe quand ça va être fait. Mais en attendant, il faut que je continue à faire des consultations, des lives, des c'était ça pour gagner ma vie. Fait que je dédie quelques heures par semaine à ça avance pas vite. Donc, là, je sais pas, on va finir par y arriver tout le monde ensemble. Je finis toujours l'année en même temps que tout le monde, même si c'est une couple de projets qui traînent, mais je finis toujours par y arriver. Bye, bon week-end.